Bonsoir. Merci d'être venu. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous ne le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs parce que j'ai pas envie de rire et j'ai pas envie de vous faire rire. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je m'emmerde profondément. Et puis je me sens un petit peu gêné d'être ici, debout comme un con, devant vous qui êtes là, assis comme des... Ayant reçu une éducation bourgeoise discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi, devant un parterre de zozos plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu. Et puis pour rien arranger, j'ai horreur qu'on m'applaudisse. Je vous dis tout de suite. Allez-y un peu. J'ai vraiment horreur de ça. Mais est-ce que vous tapez dans vos mains comme des cons, là? Vous êtes déjà demandé à quoi ça correspondait, que c'est l'expression de quoi, de taper dans ses mains comme ça? Eh bien, l'applaudissement, c'est jamais qu'une manifestation complètement instinctive du système nerveux cérébro-spinal. Manifestation par laquelle le chimpanzé ou la ménagère manifestent leur joie frénétique incontrôlée à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. Et vice-versa. Ta gueule, Tarzan. Non mais moi, à la seule idée que vous pourriez m'applaudir, j'ai honte pour vous, vraiment. C'est pas Tarzan, c'est le singe. Enfin bon, vraiment j'ai tellement honte pour vous que je crois que le plus raisonnable maintenant pour moi, ce serait que je m'en aille. Oui, je vais m'en aller. Merci de me le suggérer. Je pense que je vais aller me détruire. D'ailleurs, il est beaucoup trop tard maintenant pour aller draguer au rayon lingerie des nouvelles galeries. Non, encore une fois, croyez bien que je regrette de devoir en arriver à cette extrémité, mais je ne vous aime pas. Je voudrais bien vous aimer, mais je ne peux pas, je suis trop différent, enfin. Hein? Oui. C'est vrai, Dieu a divisé l'humanité en deux grandes catégories, hein, les juifs et les antisémites. Et moi, je suis limousin, alors. Bon, je sais aussi que Dieu a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, d'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie. Et puis je préfère moi-même, je peux rien. Ouais, vous marrez, mais je vais vraiment me détruire. Hein. D'abord, j'aime beaucoup la mort. Et puis, je suis un homme fini. Oui. Je suis entré dans l'âge mûr, et l'âge mûr, par définition, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. Si, intellectuellement, artistiquement, scientifiquement, physiquement même, je sens bien que je baisse. Tenez sur le plan artistique, par exemple. Quand les mômes me parlent de rock, hein, j'arrive plus à suivre. C'est bien simple, depuis la mort de Georges Guittari, j'écoute plus de musique, je veux dire. Eh, connard, ça va pas tarder, de toute façon, m'emmerdez pas, Guy. Sur le plan scientifique, c'est pas mieux, je suis complètement largué également. Là, comme vous me voyez, je suis incapable de reconnaître un rayon laser d'une corde à linge ordinaire. Hein. Ou un chien qui pète d'un avion qui renifle.
Et pourtant, la science, c'est pas de la merde, hein. Le savant le sait bien, lui, que sans la science, l'homme ne serait jamais qu'un stupide animal sottement occupé à s'adonner aux vains plaisirs de l'amour dans les folles prairies de l'insouciance. Alors que la science, et la science seule, a su lui apporter patiemment, au fil des siècles, le parc-mètre automatique et l'horloge pointeuse, sans lesquels il n'est pas de bonheur terrestre possible. C'est quand même grâce au progrès fantastique de la science que maintenant, on peut aller en moins de 3 heures de Moscou à Varsovie, par exemple. Et s'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse. S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans? Et n'est-ce pas le triomphe absolu de la science que d'avoir permis qu'aujourd'hui, sur la seule décision d'un vieillard californien de plus en plus impuissant, ou d'un fossile élu, il est encore plus impuissant élu que pas élu, ou sur la décision d'un fossile ukrainien complètement gâteux, est-ce que c'est pas incroyable de penser que l'homme peut faire sauter sa planète en 1 seconde, en moins d'1 seconde, il peut faire sauter sa planète 40 fois, sans bouger les oreilles? Voyez-vous, toi je te fais pipi sur la tête si tu continues à m'emmerder. Les Mongoliens, c'est en matinée demain. Pour en revenir à la science, voyez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est Fuchsius. Eh bien... Ouais, bah croyez-moi, il avait oublié d'être con. Et Fuchsius disait, une civilisation sans la science, c'est aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette. Physiquement, alors, c'est le délabrement, c'est pire que tout. Je sens bien depuis quelque temps que je m'essouffle beaucoup trop bruyamment dans certains escaliers trop raides ou dans certaines femmes trop molles. Ah oui, je baisse, voilà, je baisse. Et je le dis, c'est plus vivable. Autant en finir, hein. Bon, simplement, avant de me détruire, j'aimerais vous faire part de mes dernières volontés. Alors, d'ores et déjà, j'ai décidé de faire don de mes abats à la science, justement. Et puis, s'il reste des morceaux de viande après ces prélèvements, eh bien, je souhaite vivement qu'ils soient jetés aux ordures dans un sac poubelle en plastique. Si possible bleu, ça me rappellera mes vacances à Corfou. En tout cas, j'interdis formellement aux larbins de la maison Roblot de venir emmerder ma veuve avec des catalogues de cercueils. Parce qu'alors là, je vous préviens, croque-mort de France. Mon cadavre sera piégé. Le premier qui me touche, je lui pète à la gueule. Que penser de la mort en tant que service public? Eh bien, à mon avis, qui se trouve être l'avis de référence auquel j'ai le plus volontiers tendance à me ranger quand il m'arrive de vouloir vraiment savoir ce que je pense, à mon avis, la mort devrait être un service public gratuit pour tout le monde, comme la naissance, non? De toute façon, l'heureux temps que chantait Brassens, où les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul, hein, bah c'est un temps qui est révolu. On vit maintenant dans une démocratie couchée, et dans une démocratie couchée, il m'apparaît naturel que les morts donnent l'exemple de l'humilité. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, c'est joli comme formule. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Qui c'est ça? C'est Brassens. Ah oui, c'est Brassens. Voilà un mec qui avait le sens du verbe, tiens, Brassens. Moi, j'ai une passion pour cet homme-là. Un de mes grands regrets, c'est de ne jamais l'avoir rencontré, Brassens. Le seul contact que j'ai eu avec Brassens, c'était
C'était pas très longtemps avant sa mort. Il m'a téléphoné chez moi. Il m'a dit « Allô, Pierre Desproges, je suis Georges Brassens. Je vous appelle pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. » Bon, alors bien sûr, je lui ai répondu que moi aussi j'aimais beaucoup ce que je faisais, évidemment. Hey, c'est pour de rire, ça. Je pense pas ce que je dis là. C'était pour de rire, voilà. Parce qu'en réalité, j'adorais Brassens. Ouais. Vous voyez, j'ai pas honte de l'avouer en public. Hein. J'ai 45 ans, je suis plus un gamin. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Alors que je sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Bon, on arrête de parler des morts. De toute façon, on dirait moins de conneries si on parlait que de ce qu'on a vu, c'est vrai. Encore que si on ne devait plus parler que de ce qu'on a vu, est-ce que les curés parleraient de Dieu ? Est-ce que le pape parlerait du stérilet de ma belle-sœur ? Est-ce que Giscard parlerait des pauvres ? Est-ce que les communistes parleraient de liberté ? Est-ce que je parlerais des communistes ? Et puis merde, j'ai pas tellement envie de me détruire, moi, finalement. Puis je vois pas pourquoi j'ai à me foutre en l'air sous prétexte que j'ai rien à dire à une brassée de désœuvrés qui viennent mater mes états d'âme uniquement parce qu'il n'y a plus de place pour aller voir Nougaro à Dijon. Vous savez ce que vous êtes tous, là, hein ? Je vais vous dire, moi. Vous êtes des voyeurs. Et des voyeurs qui payent pour voir un exhibitionniste, eh ben, je vous le dis comme je le pense, c'est petit, hein. Ah oui. Puis d'abord, on se détruit pas comme ça, il suffit pas de le dire. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen sympa pour se détruire ? Il y a le gaz, il y a la noyade, il y a le pistolet, la corde. Hein ? Non, je dis exprès. Je dis exprès la corde, oui, je sais qu'il y en a qui le savent. Je dis exprès la corde parce qu'il existe une vieille superstition dans ce métier qui veut que jamais, quoi qu'il arrive, hein, même pour rigoler, hein, jamais personne ne prononce le mot de corde sur une scène. Vous savez que ça porte malheur. À tous les coups, hein. Quelquefois, le théâtre brûle. Puis pour se barrer quand c'est bourré comme ça, tiens. Ou alors c'est un projecteur qui tombe. Sur le public, ça va. De toute façon, moi je m'en fous que ça porte malheur, j'adore le malheur, il n'y a plus que ça qui m'excite. Alors, ce que je disais, le gaz, la noyade, le pistolet... Il faut toujours choisir. J'ai jamais su me décider, moi. Ça me tue, tiens, je suis déjà mort. Pourtant, il faut faire des choix, on peut pas être partout à la fois. Hein. Comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande, on peut pas être à la fois au four et au moulin. Ouais, vous moquez pas d'Himmler. Il peut revenir. En plus, Himmler, c'était pas un con, hein, lui non plus. Hein ? Non, tu rigoles, Himmler, c'était un homme capable d'une grande concentration.
Alors, le gaz, la noix. Tout dans la vie est affaire de choix. C'est vrai, ça commence par la tétine ou le téton, hein. Ça se termine par le chêne ou le sapin, hein. Et puis finalement, d'ici à là, de sa naissance à sa mort, l'homme est en permanence confronté à des choix. Mais que choisir? Fromage ou dessert? La cigale ou la fourmi? La bourse ou la vie? La gauche ou Mitterrand? Un baril de merde ou 2 barils de lessive ordinaire? Moi, je ne sais jamais, je reste là comme un con, je reste dubitatif. Mais folle, elle. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que j'ai dit dubitatif. Mais c'est pas cochon, hein. Dubitatif, c'est en un seul mot, hein. Dubitatif. Ça veut pas dire éjaculateur précoce, hein. Enfin. Est-elle sotte, celle-là? Dubitatif, ça veut dire que je suis dans le doute, enfin, tout, hein, c'est tout. Le doute m'habite, voilà. Tout au cours de mon existence, qui n'aura été finalement qu'une féerie d'aventures extraordinaires et riche en rebondissements sur d'innombrables sommiers dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, j'ai été maintes fois confronté à des choix terribles, terribles. Songez que j'avais 35 ans en 1940. Si, c'est vrai, hein, je vais sur 79, là. Ouais, je sais, je ne les fais pas. Je ne les fais pas, mais si j'ai su jusqu'à ce jour conserver ce teint de jeune fille, c'est que je prends soin de retarder le vieillissement de mes cellules en menant une vie d'ascète, d'une part, et d'autre part, en mangeant des bananes. Car la banane vaut un steak de cheval. Encore que je préférerais un cheval entier à cause de la douceur du regard qu'on ne retrouve pas dans la banane. Bon, alors, que choisir quand on a 35 ans en 1940, disais-je, lorsque je fus assez grossièrement interrompu par moi-même, malgré mes remarques réitérées. Eh bien, il faut bien voir qu'en une période ennuyeuse, comme l'était celle de l'occupation, songez, par exemple, qu'en 1940, Patrick Sabatier n'était même pas né. Non, je vous donne ces détails pour vous situer le degré d'ennui dans lequel ce pays s'enlisait. Qu'est-ce que vous avez tous contre ce jeune homme? Enfin, il est charmant. Sabatier est charmant. Oui, c'est sûr, moi aussi j'ai connu des topinambours qui avaient le regard plus vif, c'est vrai. Mais sommes-nous réellement réunis ici ce soir pour dénigrer les rhizomes? Je dis non. Allons. T'as un orgasme déjà? Tant que j'enlève ma veste quand même. Oui, je disais que dans une période emmerdante finalement, hein, comme l'était celle de l'occupation, la seule distraction qui se présentait aux Français au sortir de la messe, c'était de faire ou de la résistance ou de la collaboration. Mais là encore, que choisir? Alors bien sûr, la collaboration, c'était la respectabilité, le costume croisé, un prix Dieu réservé à Saint-Honoré-des-Laux, les amitiés de Pierre Laval assurées, les indulgences de Pie XII également, et puis bien sûr des places de faveur au concert de Tino Rossi et de Maurice Chevalier. Ah oui, mais la résistance,
C'était la vie au grand air, yukaidi, yukaïda. Ah oui, mais la collaboration, c'était la possibilité d'apprendre une jolie langue étrangère à peu de frais. Ah oui, mais dans la résistance, on se cultivait pas, mais on rigolait bien quand même, hein. Et boum le train, et boum la voie ferrée, et le petit viaduc. Ouais, je l'ai eu. Oui, mais dans la collaboration, on ne faisait pas sauter les ponts, mais on pouvait sauter les cônes. Oui, mais dans la collaboration, pour bien gagner sa vie, il fallait dénoncer les juifs. C'est pas très joli comme méthode pour gagner sa vie. Non, mais dans la résistance, on ne dénonçait pas les juifs, mais il fallait vivre avec. Enfin bref, à force de tergiverser, je n'avais toujours pas pris de décision le 25 août 44. Quand j'ai vu soudain des centaines de chars débouler du fond de la rue de Rivoli, à Paris. Et croyez-moi, je me rappelle très bien ce matin-là. Il faisait un temps magnifique. Je me promenais sous les vieux marronniers tricentenaires du jardin des Tuileries, quand soudain c'est arrivé. Le fracas des chaînes des tanks faisait trembler la poussière. Une jeune inconnue s'est approchée de moi. Elle était belle et blonde, au regard bleu. « Monsieur, monsieur », s'est-elle écriée en me pressant le bras avec des larmes de joie dans les yeux. « Monsieur, regardez, regardez, c'est l'armée française, la vraie, les forces françaises libres. Votre pays est libéré, monsieur. » Pourquoi dites-vous votre pays? C'est que moi-même, monsieur, je ne suis pas française, je suis citoyenne helvétique de Berne. Elle avait en effet un assez fort accent germanique. J'ai juste eu le temps de la tondre, les FFI arrivaient. Je sais pas, il y a un truc qui fout dans la... Il y a un goût dans la flotte. Je sais pas comment le définir. Il y a un goût que tu retrouves pas dans le Côte de Beaune, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Dégueulasse. Bon. Vous en avez pas marre, là? Non, je dis ça parce que moi, j'en ai marre. Non, mais... vous êtes charmant, mais j'ai pas l'habitude, je sors pas le soir, normalement. J'ai horreur de ça. Je ne sors pas le soir parce que j'aime pas rencontrer des gens, parce que j'aime pas les gens. J'aime pas l'humanité entière, c'est affreux. Hein. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne. Alors je sors pas. Je comprends pas pourquoi vous sortez. Je me demande ce que vous trouvez d'abord à ce merveilleux métier de la scène et du spectacle. Ce merveilleux métier de la scène et du spectacle, qui s'enorgueillit à juste titre de nombreux rituels et de nombreuses coutumes. Blablabla. Non, mais c'est complètement... elles sont grotesques, les coutumes de ce métier. Écoutez, vraiment. Tout à l'heure, cette histoire de superstition, cette histoire de cordes, ça tient pas debout, enfin, je veux dire. Est-ce qu'il tombe, ce projecteur? Non, celui-là. Là. Enfin. Tiens, il y a une coutume du spectacle qui me les gonfle singulièrement. Et d'ailleurs, ça tombe très bien que je vous en parle dès maintenant. Hein. C'est les rappels. C'est complètement absurde, enfin. Enfin, écoutez, dans la vie courante, quand un type a fini son boulot,
Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, il dit au revoir, puis il s'en va. Il revient pas. Enfin, on n'imagine pas un plombier, par exemple, ressonnant la porte, après avoir réparé une fuite, juste pour refiler un petit coup de clé douce, comme ça. C'est idiot. Mais moi, je suis comme le plombier. Quand j'ai fini, j'ai fini. C'est pas la peine d'insister. Ou alors, si vous voulez un rappel, je veux bien, mais maintenant. Il faut demander. Ah, merci. Encore que ce soit pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Enfin, je veux dire que normalement, quand un artiste est rappelé par son public, il resserre à ce public quelque chose qui l'a rendu célèbre, l'artiste. Hein? Ben moi, rien ne m'a jamais vraiment rendu célèbre, alors. Si, il y a bien un truc qui m'a rendu un peu célèbre. Mais dans ma famille, surtout, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai un assez beau talent un talent d'imitateur. Mais bon, comme je vous dis, je le sors jamais, donc je n'imite que les gens de ma famille. Ah ben forcément, quand tu connais pas les gens de ma famille, ça fait pas marrer. Si, il y a bien un truc qui peut vous faire marrer, mais... Oui, si vous voulez, je peux vous imiter mon père qui a un cancer de la gorge. Mais je vous préviens, en général, ça fait rigoler que mes gosses. Hein. Enfin, je vois que vous insistez. Je vais vous le faire. Alors, il faut imaginer la scène. C'est mon père et ma mère qui est là. Là, il y a mon papa qui est là. Il a un cancer de la gorge. Là, il y a ma mère. Elle a rien. Et c'est mon père qui dit à ma mère... Maman, je voudrais une petite couloise sans filtre. C'est rigolo, hein? Ah, vous marrez, mais c'est pas évident d'imiter l'accent cancéreux. Surtout quand on n'a pas de cancer. Moi, j'ai pas de cancer, j'en aurai jamais, je suis contre. Méchante. Mais c'est pas évident hein, d'imiter cet accent-là. C'est comme l'accent germanique là, dont je parlais tout à l'heure. C'est dur, hein? Tout à fait entre nous, l'accent allemand. C'est nul. Et alors que l'accent français... Les accents français, parce qu'attention, bon, les Allemands, ils ont que l'accent allemand, hein, mais nous... C'est l'accent de Dijon, hein, c'est bouleversant. Et l'accent provençal. Oh, alors, non, sérieusement, c'est vachement joli l'accent provençal. Je ne vous fais rien découvrir. Là, je veux dire, il coule une telle tendresse dans la chanson des mots. Cela sent si bon le thym, la farigoule, le verbe d'antan. Ah oui, c'est très... Tiens, moi qui vous parle, hein, mon médecin à Paris, il est originaire d'Aix-en-Provence. Hein, et il est le premier à reconnaître que son accent chaleureux et rassurant contribue pour beaucoup à attirer les patients chez lui plutôt que chez n'importe quel connard de médecin de Dunkerque avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Ah oui. D'ailleurs, je suis allé le consulter il y a pas longtemps, il n'y a pas 15 jours. Hein. Et bien, croyez-moi, ce jour-là, j'étais pas fier. J'avais des espèces de malaise interne bizarre qui m'irradiaient partout. J'étais bouffé d'angoisse. Hein. Bon, je vais voir mon toubib provençal. Bon, lui, il m'ausculte, il fait des habillés, il m'ausculte. Moi, j'étais là, je vous dis, mort de trouille. Je dis, alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Hein? Eh ben, lui,
avec sa belle trogne méridionale qui s'illumine. Il me regarde dans les yeux et il me dit oh putain, c'est le cancer. On se sent tout de suite mieux. Moi, la Provence, je m'y réfugie chaque fois qu'un sort cruel s'abat sur moi. Au printemps 83, par exemple. Priscilla venait de me trahir avec ce fumier d'Albert. Les inondations, les pluies incessantes m'avaient mouillé le cœur. Je souffrais. Plus la Seine sortait de son lit, plus Albert entrait dans le mien. Et pour ne rien arranger, les fûts de dioxine de Céveso. Vous vous rappelez cette histoire? C'était quand même autrement important que cette histoire de hexafluorure enrichi. À la con, c'était bidon ça, le coup de... Mais les fûts de dioxine que je cherchais partout, moi aussi, j'étais pas tout seul. Moi, c'était pour y plonger Monsieur Louis le Prince Ringuet de l'Académie française dans l'espoir de lui dissoudre les oreilles à ce con. Bah, ces fûts de dioxine, ils avaient été retrouvés par un autre que moi, bien avant moi, enfin par la filière suisse, les laboratoires Hoffmann de Bâle. Enfin, vous vous rappelez ça? Donc vous avez l'air interdit là. Non, on en a beaucoup parlé de cette affaire, c'est à moins de 2 ans. Hein. Écoutez, le Monde a fait sa une là-dessus pendant des semaines. Le Monde, vous avez entendu parler, Le Monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui lisent ça encore. Hein? Enfin non, Le Monde. Enfin, ce journal gothique du soir. Le Monde, enfin! Le Monde! Le poids de l'ennui, le choc des paupières. Et bien dans Le Monde, au moment de cette affaire, ils avaient titré sur 6 colonnes, je me rappelle très bien, à la fin de l'histoire, ils avaient titré « Dioxine, un important groupe de balles trempé dans l'affaire ». Non mais ces gens-là n'ont jamais su faire un titre. D'abord, on ne dit pas un important groupe de balles. On dit une grosse paire de couilles. Putain de printemps 83. J'ai souffert comme ça jusqu'à la mi-juin. Faut dire que j'avais tout donné à Priscilla. Mon nom, ma fortune, l'essentiel de mes mycoses. Privé de son amour, je me sentais terriblement seul. Aussi seul que Decker quand Black est aux putes. Et puis, enfin, tout de même, revoici l'été. Sous les grands platanes mouchetés de l'allée Alphonse Daudet de Fougelas en Provence, les filles à la peau brune rient en cascade, minces et tendres, et nues sous la jupette. Les jours rallongent. Et il n'y a pas que, dit l'obsédé de la rue Tartarin. Et pour être tout à fait sincère, la Provence me les gonfle. La Provence me les gonfle à peu près autant que la Bretagne profonde. C'est vrai, la bonhomie sucrée de tous ces gros santons mous qui puent l'anis et qui génocident les coccinelles à coups de boule de pétanque dans la gueule.
Eh ben moi qui vous parle, ça m'escagasse autant le neurone à folklore que les désespérances crépusculaires de la Pimpolaise, qui guette le retour improbable de son massacreur de harengs, la coiffe en bataille et la larme au groin, au pied des bites de fer, fouettées par les embruns. Merci les Basques. Sociologiquement lamentable, historiquement minable, géographiquement quelconque, la Provence, finalement, ne brille que par sa cuisine. Si, tout de même. Alors, si tu vois une bonne cigale melba, par exemple, je ne dis pas. Autant le chant de la cigale, qui est assez voisin du cri de la mobilette, hein. Autant le chant de la cigale est exaspérant, autant la chair de cette vermine est succulente. Ah oui. Moi qui vous parle, 20 ans après, je garde encore à l'âme le goût exquis de la première cigale melba, dégustée un soir de rut avec Priscilla, à l'ombre d'un de ces grands peuchériers putassiers venaissins. Et croyez-moi, c'était fort bon. Très très bon. En plus, non seulement c'est bon la cigale melba, mais je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un plat qui retarde la sénilité. Et ça, croyez-moi, c'est important. Moi, de toute façon, je ne veux pas vieillir. Je ne veux plus vieillir. Plus jamais. Comme le disait si judicieusement le général de Gaulle peu de temps avant de couler, la vieillesse est un naufrage. Mais c'est vrai, la vieillesse est un naufrage, et nous sommes tous sur le même bateau, et nous voguons insouciants, jusqu'au jour où le miroir nous envoie en pleine gueule les signes avant-coureurs de notre décrépitude. À moins que nous les découvrions d'abord chez autrui. Un soir, comme ça, par hasard, on est devant sa télévision, et on voit Guy Béard et Jeanne Moreau chanter en duo. Et on se demande lequel des deux est le grand-père de l'autre. Moi, je veux pas vieillir. Je veux vraiment pas vieillir. Je me vois déjà fripé, racorni, déliquescent, dégueulasse, fiantant sous moi. Désespérément honteux dans ma fétidité dernière, et je veux pas vivre ça. D'abord, j'aime pas les vieux. Mais c'est pas que je les aime pas, mais ils me foutent la trouille, les vieux. Vous n'avez pas remarqué que souvent les vieux ont un regard plus d'ici, un regard bizarre, un regard étrange. Il y a même des vieux qui n'ont plus de regard du tout. Rien. Le noir. À propos de noir. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Les nègres, vous pouvez rester, hein. Non, je veux dire, à propos de noir, je vois que dalle dedans. Ok, ça m'étonne pas. Écoutez, ils éteignent là, ils allument là. Alors je suis ébloui, moi. Hein? Bah ouais, mais non, mais c'est encore une de ces coutumes à la con de ce métier. De notre métier. Comme ils disent. Non mais attention, je crache pas dans la soupe, mais faut pas en faire trop, c'est un métier. Bon, c'est un métier comme un autre, je veux dire. À la limite, on peut même se demander s'il est vraiment plus méritoire d'être ici, comme moi, à faire l'andouille pour un pont d'or, parce que vous imaginez pas le blé que je me ramasse ce soir. On peut se demander si c'est vraiment plus méritoire que d'aller pointer à Amnesty International ou à la SPA ou au chiffonnier d'Emmaüs pour pas un rond. C'est tout, hein? Tout ce que je dis. J'irai pas plus loin dans la démagogie. Simplement, je dis doucement les basses. Parce que bon, notre métier, notre beau métier,
notre rude métier, la rude loi des spectacles. Quoi qu'il arrive, le spectacle continue. The show must go on, blablabla. It's hard, but it's the law of entertainment. Mon Dieu, que lis-je sur ce télégramme? Ciel, maman est morte ce matin. Mon cœur saigne. Mais qu'à cela ne tienne, je me dois, mon cher public, à 100 balles de fauteuil. Bon, bah, à part ça, je vois toujours que dalle, moi, là-dedans. Disons, Gilles, tu pourrais pas me faire un truc qu'on fait pas d'habitude, mais ça m'intéresserait quand même, sérieusement. Est-ce que tu pourrais pas m'allumer la salle? Je vois un peu ce qui se passe. Ah, il y a des gens quand même. Oh putain! Quand je vois le nombre de femmes baisables qu'il y a ici ce soir. Mais ça me rend dingue! Est-il possible que Dieu nous ait voulu monogames alors qu'une vie d'homme tout entière ne suffirait pas à pétrir tous ses seins et toutes ses fesses, écrasés ici dans l'étreinte épaisse de ces fauteuils sournois aux ressorts douloureusement comprimés sous le poids brûlant de vos chaleurs interdites, madame? Éteins, je m'énerve. Je vous prie de m'excuser. Je me demande si je suis pas un peu obsédé. Remarquez, j'ai de qui tenir. Hein. Eh, tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, s'il vous plaît. Ouais, j'ai vraiment de qui tenir. Écoutez, mon père est bisexuel. Ma mère est trisexuelle. J'ai un oncle octosexuel. Et mon chat a 9 queues. C'est énorme. Même ma sœur qui est militante lecanuétiste de base, ben elle pense qu'à ça. Est-ce que ça ne prouve pas à l'évidence qu'on peut être à la fois marginale et clitoridienne? Mais tout petit déjà j'étais assez chaud, comme lapin je veux dire, en tant que lapin. À la maternelle, je sais pas comment elles m'appelaient les filles. J'ose à peine vous le dire. Elle m'appelait Mambraque, le magicien. Tout dans la baguette. Oh la chienne, quel cubitus. C'est à vous tous ces os. Excusez-moi. La chaleur, je sais pas. Excusez-moi, je suis vraiment navré. Hein. Je sais pas ce que je viens en ce moment. Je me rappelle, lors d'un récent dîner chez mon ami Louis Mermaz, alors que la conversation roulait sur l'opportunité de donner le nom d'Yvette Roudy à une rue de Camaret, le président de l'Assemblée nationale me dit tout à coup, encore une fois, excusez-moi, mais ce sont ses propos, il me dit « Et vous, cher Pierre, qu'est-ce qui vous fait bander ?» J'avoue que sur le moment, la question me laissa perplexe et je me tins quoi? Je me tins quoi à l'abri de
cette immense pudeur naturelle qui m'incite à enfiler un pantalon au moment d'aller à la messe, ou à éteindre la lumière avant de lire Minute. Et puis bon, vous savez ce que c'est, le crépitement rassurant du feu de bois dans la cheminée, la chaleur profonde d'un vieil Armagnac, d'un Armagnac vieux, m'emmerdez pas. Et puis aussi la pulposité parfumée du bras nu de Clitoria, frôlant... Non, c'est la femme de Mermaz. La tiédeur feutrée de ce bras nu qui frôlait ma nuque tandis qu'elle desservait. Enfin, tout cela me mit peu à peu en confiance et je me laissais aller à énumérer en vrac les mobiles variés de ce que j'appellerais l'exacerbation endémique de ma libido. D'ailleurs, pour la postérité, mais aussi pour la science, et afin d'aider le professeur Jean Bernard dans sa recherche médico-sociale sur l'élévation de l'habit et du niveau de vie en milieu urbano-rural, il m'apparaît assez opportun de livrer au public le fruit de ma réflexion sur ce thème. Hein? Alors voici donc ce qui me fait bander. Si. Soyez gentil de prendre des notes, j'aurai pas l'occasion de répéter. Alors, t'écoutes le gamin là, oui? C'est bientôt, c'est pour toi. Alors, ce qui me fait bander, premièrement, ma femme. Tu la connais? Oui, je me suis moi aussi longtemps demandé ce qui m'excitait plus particulièrement chez la mère de mes enfants. Peut-être son appartenance au sexe féminin. Et le nombre élevé de la plupart de ces deux seins. Ne sont-ils pas tout à fait étrangers à la curieuse fascination que le contact de son corps exerce couramment sur mes sens, le jour, la nuit, et parfois même pendant la commémoration de la mort de Jean Moulin sur FR3 Dijon. Deuxièmement, toujours ce qui me fait bander, vous perdez pas le fil, hein? Enfin, quand je dis le fil, il ne faut pas dramatiser non plus. Alors, deuxièmement, Marie-France. Alors, Marie-France est une amie de ma femme. Ah bah oui, déjà. Elle appartient à peu près au même sexe que ma femme, elle a à peu près le même nombre de seins. Mais l'interdiction tacite que je me fais de lui proposer le gazon, pour d'obscures raisons chrétiennes de solidarité maritale, ne peut que contribuer à me la rendre encore plus désirable que bien des mecs. Croyez-moi, je ne dis pas ça pour vous, jeune homme, vous êtes charmant. Ça va. Mais Marie-France est très belle. Si je devais vous la décrire en un mot, je vous dirais que Marie-France, je reprendrai une expression de Marcel Pagnol, je vous dirais qu'elle est belle comme la femme d'un autre. Suis-je clair? Troisièmement, les éviers. À quoi? Ben quoi? Quoi, c'est pas orgasmophile un évier peut-être? Vous êtes marrant vous alors. Mais moi qui vous parle, la seule vue d'un évier, même terne, m'embrase les sens au plus haut point, me noue le gosier, m'assèche la luette et m'irradie la sous-ventrière des mille flammes dévorantes du désir le plus fou. Oui, je vois bien ce que mon discours peut avoir d'incongru auprès d'une portée de contribuables plus ou moins vivipares. J'imagine que vous n'exultez que sur Multispire, c'est ça? C'est nul, hein? Remarquez, je sais aussi ce que, sur le plan de l'érotisme pur, ce mot de évier
Je sens bien ce qui peut porter en lui de rédhibitoire. Encore que... Hein? Dans rédhibitoire. N'y a-t-il point un rédit? Mon éviérisme remonte à mes 16 ans. Cet été-là, nous passions nos vacances dans l'immense manoir provençal que nous possédons, grâce à la colossale fortune accumulée par ma famille pendant l'occupation allemande. Et là, par un torride après-midi de juillet, à cette heure écrasante des siestes moites, je traînais ma langueur en bermuda fleurie dans la cuisine, à la recherche d'un fruit frais pour apaiser ma soif. Anita, la matrone quadragénaire de ménage, penchée sur l'évier, épluchait les pommes vertes pour la tarte du soir. Cette femme était une espèce de Renoir de Garrigue, ample et grasse, avec un cul joufflu qui ne tremblait pas, des seins obusiers considérables, et entre deux joues fessues, une immense bouche mouillée, à peine ombrée de ce fin duvet noir qui fait l'ambiguïté des vraies femelles latines. Elle se tenait pieds nus, jambes écartées, cambrée comme un poulain de percheron, sans voile aucun sous la blouse à corte des soubrettes campagnardes. Et moi, oubliant soudain mon antimilitarisme primaire, je l'ai prise en soudard, sans même lui dire bonjour. Elle a joui sans lâcher ses pommes, dans l'ombre surchauffée des stores vénitiens qu'une guêpe affolée pilonnait en vain. J'ai failli m'évanouir. Et depuis ce jour, chaque fois que je croise un évier, je l'appelle Anita. Bon, cela dit, vous ne pensez tout de même pas que je suis vraiment obsédé. Hein? Non. De toute façon, si j'étais vraiment obsédé, c'est pas à vous que je vais le dire. Hein. Je vous connais pas, moi. Hein. On n'a pas gardé la moutarde ensemble. Hein. Je n'ai aucune raison de déballer mes plus intimes pulsions devant un parterre de malades qui n'hésitent pas à donner de l'argent pour admirer mon corps habillé sur une scène. Puis d'abord, je suis puritain. Alors, c'est vous dire. Je suis puritain. Pas... Attention, je te fais vraiment pipi sur la tête si tu me mettre encore une fois. Parce que je suis pas puritain fanatique. Hein. Des fois, j'encule quand on m'énerve. Mais non, quand je dis que je suis vraiment puritain, c'est que j'ai une vie d'une sobriété exemplaire. D'abord, je n'ai aucun fantasme. Je ne connais aucune dépravation. Bon, simplement, c'est vrai que plutôt que de porter des caleçons longs, j'ai tendance à mettre des porte-jartelles, mais c'est parce que pour faire pipi assis, ça gagne du temps, puis c'est tout, puis merde. Puis d'ailleurs, je suis monogame. Tu vois là un truc qui m'excite, la monogamie. Même avec ma femme, des fois. Moi, je quitterai jamais ma femme. Je
quitterai jamais la mère de mes enfants. Même pas pour un évier. Hein. Ou alors si peut-être je la quitterais, mais il faudrait que ce soit pour une femme qui aurait de l'humour. Parce que alors là, qu'un être du sexe opposé au mien me jette à l'âme la fulgurante éclaboussure de son gai désespoir, et je craque. Comme un teckel trop bas derrière une levrette affolante. Je cours en haletant derrière la femme d'esprit. Ah oui, pour ses beaux yeux caustiques, je partirai. J'irai rire noir dans son giron tiède, en reniant, s'il le fallait, mes infrastructures les plus essentielles. D'ailleurs, je l'ai dit à la mère de mes enfants. Je lui ai dit, vois-tu Priscilla? Quoi De toute façon, elle s'appelle pas Priscilla. Ouais, tu penses bien, si elle s'appelait Priscilla, elle aurait mon poing dans la gueule. Elle s'appelle pas Priscilla, mais je m'en refuse catégoriquement à dévoiler ici, en plus de mes fesses, cet ultime bastion de ma vie privée qui est le prénom de ma femme. Il faut me comprendre tout de même. Hein? Comme le disait Madame Le Nôtre en repoussant les avances de Louis XIV, il faut savoir se garder un jardin secret. Vous savez pas qui était Le Nôtre? C'est pas grave. Hein. Ça n'a aucune importance. Vous savez qu'on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Ah oui, oui. Ah, je suis formel sur ce point. Hein. Ah oui. Tiens, moi, j'ai un ami ici qui s'occupe de la rubrique littéraire de plusieurs radios locales, radios libres dans la région. Et il me disait, pas plus tard qu'à midi, il me disait, au moins, vous savez, si j'aurais lu tous les livres, je ne serais pas été beaucoup plus avancé pour causer dans le poste de radio. C'est vrai. Mais ce garçon a raison. Encore qu'en tant que critique littéraire, ils sont un petit peu suspects. Donc, je veux dire, c'est un type qui dit avoir une prédilection pour l'œuvre de Jules Renard. Mais quand on le pousse un petit peu à fond sur le sujet de Jules Renard, on s'aperçoit très vite que tout ce qu'il en a retenu, ce sont les initiales. Voyez-vous, c'est... Sachons nous garder un jardin secret. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, j'ai appelé Jean-Co Louis Mermaz. Bah, je vais me gêner peut-être, tiens. Oh, Saint-Exupéry lui-même, hein? Bon. Quand il allait partouzer chez Coste et Belle-Tante, il se faisait pas appeler Jean Mermaz, peut-être? Alors bon, je lui ai dit, vois-tu Priscilla, je suis prêt à te quitter pour une femme qui aurait de l'humour. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a ri. C'est une femme qui a de l'humour. Oh putain la vache. Et je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais ça fait maintenant plus d'1 heure que j'improvise devant vous. Avec brio, sans la moindre défaillance, et sans le moindre trou de ma... Et... Attends, pouf pouf. Oh putain la vache. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais ça fait maintenant près d'1 heure que j'improvise devant vous, avec brio, sans la moindre défaillance, et sans le...
Pouf, pouf, attends. Oh putain, la vache. Je sais pas si vous en avez bien compte, mais ça fait maintenant près d'une heure que j'approfite devant vous. Avec brio. Sans la moindre défaillance et sans la moindre... Merde, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé, c'est très dur à vivre sur scène. Oh là là, ça m'étonne. Moi, j'ai une mémoire de... Quand j'étais môme, j'avais une trompe de... un machin de... Vous savez, je vous jure, c'est vrai, quand j'étais môme à l'école, j'étais toujours premier en récite. Hein. C'est celui qui le dit qui est. Tarte ta gueule. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous réciter une récite, vous voulez? Oui, bon. N'importe laquelle au hasard, hein. Le coq et la poule, d'accord. Le coq et la poule. Un renard qui... Non. Pouf, pouf. Le coq et la poule. Le cochon... Non. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Là, vraiment, c'est... Surtout que quand j'étais môme, non seulement j'étais premier en récite, hein, quand j'étais môme, j'étais premier en tout. Hein. Ouais. J'étais ce qu'on appelle un enfant prodige. Un enfant précoce. Comme Mozart, tiens. Ouais, oh, oh, oh. Quoi, Mozart? Mais ma pauvre chérie. Plus précoce que Mozart, tu meurs. Songez que Mozart, hein. Mozart était tellement précoce hein, qu'à 5 ans et demi, il avait déjà composé le boléro de Ravel. À 11 ans et demi, hein, accompagné par le quatuor Amadeus, comme d'habitude, il avait déjà déshonoré sa cousine, la petite Köchel 506. Et Mozart était tellement précoce, hein, là si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier dans n'importe quel Larousse, hein, Mozart était tellement précoce qu'à 34 ans et demi, à peine, hein, ouais, il était déjà mort, ce con. Il faut le faire, hein. Moi, j'aime bien Mozart. Je sais bien que c'est pas très in, mais j'en ai rien à foutre. J'aime bien Mozart. Je sais plus qui a dit à propos de Mozart. Ça, c'est joli. Oui, Mozart n'est pas né, il est venu au monde. C'est joli, hein? Si. Je sais plus très bien si c'est Lucien Guitry ou Sacha Distel qui a dit ça. Je pense que c'est un coureur cycliste, mais lequel... Non, ce dont je suis certain, c'est que c'est Sacha Guitry, là, qui a dit après une symphonie de Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart. Alors qu'après un discours de Mitterrand, le silence qui suit, c'est la France qui roupille. J'aime vraiment Mozart. Ce que je préfère dans Mozart, c'est pas le boléro de Ravel, de toute façon. Mais d'ailleurs, le boléro de Ravel, c'est de Lelouch. Non, ce que je préfère dans Mozart, c'est le Requiem de Fauré. J'adore le Requiem de Fauré, vraiment. D'ailleurs, je vais l'écouter tous les ans à l'église de la Madeleine à Paris, où Gabriel Fauré, d'ailleurs, était organiste. Ce qui, à la limite, ne présente aucun intérêt ici ce soir. La Madeleine, où j'ai fait ma première communion. Ce qui présente peut-être encore moins d'intérêt. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui me prend de vous parler de ma première communion. Mais je n'ai pas honte d'en parler, vous voyez, pour faire une aparté.
nous autres, les clowns exhibitionnistes, on passe toujours pour des athées frénétiques ou des laïcs hystériques. Moi, je veux dire honnêtement, je regrette pas, je ne renie pas mon éducation religieuse, pas du tout. Et c'est vrai que j'ai pas honte de dire que quand j'avais 12 ans, le jour de ma communion solennelle, c'est un jour qui a vachement compté pour moi, en tant qu'enfant. Et ça restera toute ma vie le jour où, pour la première fois, j'ai compris que Dieu fond dans la bouche, pas dans la main. Bon, je vois que vous êtes pieux. Alors, ça me fait penser que la dernière fois que je suis allé écouter le Requiem de Fauré à la Madeleine, j'étais assis, tout à fait par hasard, j'étais assis à côté de cette chanteuse arabe, là, j'oublie toujours son nom. Aidez-moi, la seule chanteuse arabe qu'on connaisse en France. Mais non, pas Dalida, une fille, quoi. La chanteuse, actrice arabe, enfin, on connaît qu'elle. Isabelle Hadji Hanni. Merci. Merci. Ouais, ça. Putain, que cette fille est belle. Et alors, j'étais donc assis à côté d'elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était singulièrement pendant la montée du Kyrie, qui est le moment le plus désespérément gai de ce requiem. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait ces grandes orgues qui nous foyaient les reins, il y avait une odeur d'encens qui trônait autour de nous, il y avait aussi, à travers un vitrail, un ray de lumière qui venait frapper le profil de médaille de cette petite Adjani qui est si belle. J'étais bouleversé. Bouleversé. Je me disais, bon, garde ta sérénité, mon garçon, hein. Non, parce que quand je me parle à moi-même, je m'appelle mon garçon. Non, c'est important, parce que si je m'appelle ma fille, ça m'excite, je bande en plein requiem, tu vois, c'est... Enfin, tout ça pour vous dire que Adjani et moi étions bouleversés au point que, après le concert, je l'ai amené à l'hôtel. Et alors là, au début, ça s'est bien passé. J'avais fait monter du champagne, nous devisions en riant, gaiement. Je la revois encore, elle était à demi nue sur ce grand lit blanc d'hermine, avec sa longue jupe rouge, étalée en corolle, autour de ses longues jambes fuselines aux mollets tendres. Puis après, ça a un peu dégénéré. Ça a vachement dégénéré. Je crois que c'est un peu de ma faute, mais il faut essayer de me comprendre. Hein. Et là, je parle aux mecs, surtout. Hein. Entre mecs, les mecs, on peut se comprendre, hein, les mecs. Je suis un mec comme vous, moi, les mecs. Hein. Je suis un homme libéré, je ne suis pas si fragile, mais si, quand même. Bon, alors, mettez-vous un peu à ma place. Hein. J'étais là, dans cet hôtel où il y a plein de mecs, avec cette fille si belle, hein. Bon, ben... J'avais peur qu'on me la pique. Voilà, c'est humain, non? Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, vous auriez fait pareil. J'ai fait comme aurait fait n'importe quel grand fauve, n'importe quel seigneur de la jungle. J'ai pissé autour du lit pour délimiter mon territoire. Elle est partie, cette conne. Ainsi, vous n'êtes pas insensible à la poésie. Moi non plus. Heureusement qu'il nous reste la poésie. Et le cul. Parce que, à part ça, je m'intéresse strictement à rien dans la vie. Tout le reste, je m'en fous.
Le bon Dieu, je m'en fous. La bagnole, je m'en fous. Le foot, je m'en fous. Le tiers-monde, le tiers-C, le tiers-provisionnel, je m'en fous. Je me fous de tout. Pour ou contre la peine de mort, je m'en fous. Ou alors là, oh. C'est comme si vous me demandiez si j'étais pour ou contre l'appendicite. L'ablation de l'appendice ou l'ablation de la tête, du moment que c'est pas les miens, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je m'en fous. Je me fous de tout. Putain, l'autre soir, à la fin d'un dîner mondain, un imbécile mondain également me tend un café. Vous savez ce qu'il me dit, ce con? Il me regarde droit dans les yeux, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit combien de sucre? Mais je m'en fous! Oh. C'était une espèce de peintre russe à la mode. Je me fous de la peinture. Oh. Je me fous de la Russie. Oh. Je me fous de la mode. Alors là, la mode, comment vous dire à quel point je m'en fous? Tenez, la mode occupe à peu près autant d'importance dans mon existence que le trombone que j'ai senti tout à l'heure en enfonçant par hasard la main dans la poche de mon pantalon. Voyez-vous? Le trombone qui est là. Ben, je m'en fous autant de la mode que du trombone. Est-ce que je suis clair là? J'espère, parce que les mots me manquent pour vous dire à quel point je me fous, me contrefous de ce trombone qui est là. Tiens, ce trombone est l'objet le moins extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Ce trombone m'est égal au-delà de toute expression. C'est bien simple, à l'heure où je vous parle. Hein. Si ce trombone n'était pas dans ma poche, hein, supposition, eh bien je vous assure que son absence ne pèserait pas plus sur mon comportement ce soir devant vous que la mort éventuelle de Julio Iglesias ne pèserait sur la politique extérieure de la Corée du Nord, par exemple. Voyez-vous? Eh bien, il en est pour moi de la mode comme de ce trombone. L'un et l'autre occupent dans ma pensée la place exacte qu'occupe le théâtre d'Audiberti dans la pensée de Marcel Cerdan Junior, oui. Mais alors, direz-vous, et vous n'auriez pas tort. Pourquoi cet imbécile nous boursoufle-t-il le cortex avec un sujet qui le préoccupe encore moins que nous? Pourquoi, au lieu de nous parler de mode et de fringues, ne nous parle-t-il pas plutôt d'amour, comme il le fait si bien? D'autant, ajouteriez-vous, que pour bien le pratiquer, l'amour, la première chose à faire, c'est de les enlever, ces fringues. Hein? Bien certes, j'eusse pu. J'eusse pu, mais si j'évoque ici le falbala, c'est pas du tout par hasard. C'est à la suite des déclarations proprement scandaleuses d'un de ces maîtres du chiffon pompeux. Vous savez, cet arrogantissime couturier italien, Pietro Saltani. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, cette virevoltante sommité milanaise, indécente d'exubérance, et plus gesticulante qu'un chihuahua cocaïnomane. Eh ben, ce connard a osé déclarer l'autre jour, dans un journal soi-disant féminin, 2 points, ouvrez les guillemets avec des pincettes. Écoutez ça, les gonzesses. Il a dit: le couturier n'a pas à tenir compte des formes du corps de la femme, c'est au corps de la femme de s'abaisser à l'art du couturier. Eh oui. Enfin, je veux bien fermer les guillemets, mais pas ma gueule. Est-il possible, en pleine mouvance des droits de la femme, que des bougresses aient encore à se plier aux ordres fascisants d'une espèce de ubu prostatique de la mode, qui, au lieu de crever de honte dans son anachronisme,
continue de leur imposer le carcan chiffoneux de ses fantasmes les plus étriqués, et cela jusqu'au fin fond populaire de nos plus mornes prise uniques. Allons, je t'en prie, ma femme, ma sœur, mon amour, mets ton jean ou reste nu. Mais marche pas dans la mode, ça porte malheur. C'est avec la mode que j'aime pas. J'aime rien. J'aime rien. J'aime pas non plus les chanteurs. Bon bah c'est simple, je comprends même pas qu'on chante. J'aime pas les chanteurs, les olives vertes, Roland Barthes, la joie dans les yeux d'un enfant, ça m'énerve également. Schoenberg, les sportifs, les racistes. Les nègres, évidemment. Et les mecs qui ferment le bouton du haut de leur polo. Vous voyez, je pense pas de sectaire comme type. Hein. Mais les mecs qui ferment le bouton du haut de leur polo, je peux pas. D'ailleurs, j'en ai vu un ici même ce soir. Ne refais jamais ça. Et les coiffeurs, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, je hais les coiffeurs. À l'instar du pouls, le coiffeur est un parasite du cheveu. Non mais vous les avez vus les coiffeurs dans nos grandes cités? Maintenant ils s'habillent en cosmonautes pour couper les cheveux des gens, ça va pas la tête? C'est aussi con que d'aller sur la lune avec un peigne derrière l'oreille. Comme le souligne à l'évidence le morne ordonnancement approximatif de ma chevelure, je vais jamais chez le coiffeur. Je me fais couper les cheveux par la mère de mes enfants. Ou par les enfants de ma mère. Ou par la mère des enfants de n'importe quel con qui a des ciseaux qui coupent. Mais je mets jamais les pieds, et encore moins la tête, chez un coiffeur, parce que je vous dis que j'ai horreur des coiffeurs. D'abord, j'ai horreur qu'on me tripote la tête par derrière en me racontant des conneries dans le dos. J'ai horreur qu'un gominé à gourmette me chahute le cuir chevelu avec ses grosses papates embagousées aux ongles éclatants de vulgarité manucurale. J'ai horreur qu'un brumel de baldisco me gerbe dans le cou le crachin postillonnant des réflexions de philosophie banlieusarde que lui inspire sporadiquement la hausse du dollar, l'anus artificiel du pape, l'incontinence sexuelle des deux filles de Monaco depuis la mort de leur mère en bagnole, l'agonie de Saint-Étienne, le courage des Polonais, le déclin de l'Occident, le fibrome d'Annie Girardot, non, le contraire. La montée de la violence dans les quartiers cosmopolites, ça les amuse également. Et puis, bien sûr, l'indiscipline problématique de l'arrêt de mon quoi. Mais non, de l'arrêt de mon crâne. Obsédé.
J'allais oublier les oscillations du thermomètre, source inépuisable de commentaires météorologiques vibrants d'incompétence, mais très répandus dans les milieux capillicoles. Bah oui, capillicole, du latin capillaris, hein, c'est ça? Capillaris, capilla le poil, et iris, on s'en fout finalement. En tout cas, vous savez qu'on ne doit pas dire je vais au coiffeur. Vous savez ça, tout le monde sait ça. Hein, on doit dire je vais au capilliculteur. Sinon on est vulgaire. J'ai même vu une enseigne de capilliculteurs biocosméticiens. La biocosmétique regroupant vraisemblablement l'ensemble des techniques capillicoles consistant à enduire de vaseline l'arrêt de mon quoi? L'arrêt, une fois de plus, de mon crâne. Merci. Et en nocturne, s'il vous plaît. Comme le son et lumière à Chambord. Ah oui, parce que maintenant, on va plus se faire couper les tifs après la bouffe. L'on se rend en consultation de capilliculture biocosméticienne au nocturne. Eh les merlans, vous croyez pas que vous pétez plus haut que la vôtre de raie? Allons, femmes de France, Dijonneuses, Dijonneux, nom de Dieu. Tout à l'heure, je vous suppliais de ne plus marcher dans la mode, maintenant je vous en conjure. N'allez plus jamais chez le coiffeur, les filles, enfin. Écoutez-moi, les filles. N'allez plus chez le coiffeur, ça sert strictement à rien. Les Russes arrivent. Dans un mois, si tout va bien et si le temps le permet, c'est la guerre. Et dans 5 ans, eh bien dans 5 ans, c'est la libération. Que n'attendez-vous jusque-là pour vous faire tondre? Bon, dites-moi, j'y faisais déjà allusion au début, mais vous n'écoutiez déjà pas, alors je vais me répéter. Vous êtes ridicule assis comme ça. Non, mais c'est pas de votre faute, mais... Non, regardez-vous les uns les autres, vous êtes grotesques posés comme ça sur votre cul, enfin. C'est pas de votre faute, c'est la position assise qui est grotesque, vous voyez. Comparez à la position debout, par exemple. Non, mais, écoutez, quand je pense à tout ce qu'on peut faire d'intéressant avec des fesses, alors que vous en êtes réduit à stagner, là, bêtement, bien rangé, bien carré, bien propre, les petites cuisses bien droites, bien parallèles, les petits pieds bien à plat sur la moquette. Peu d'animaux s'abaissent jusqu'à s'asseoir. Le hibou se perche. La chauve-souris se pend. Le serpent se love. Le hamster. Là, j'ai honte, là. C'est Hugo qui disait que les calembours, c'est des paix de l'esprit. Je me demande s'il n'y a pas un peu raison. Là, je recommence. Hein. Pouf, pouf. C'est trop horrible. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, le hibou se perche. Hein, la chauve-souris se pend. Le serpent se love. La race casse. Le cheval se couche. Le soleil se lève. L'homme s'assoit, voilà. À part le chat et le chien, créatures stupides qui poussent parfois la veulerie jusqu'à tolérer dans leur sillage des employés de banque.
dont il lèche la main, quand ce n'est pas la femme. Peu d'animaux, je le répète, s'abaissent jusqu'à s'asseoir. Et encore, on dit le chien. Mais le chien n'est jamais véritablement assis. Ah non. Assis. Assis. Non. Le chien s'appuie sur ses pattes de devant, dans une position relativement élégante. Alors que je suis désolé, mais l'employé de banque, non. Non. Tenez, le professeur Konrad Lorenz, humaniste scientifique et grand ami des bêtes, qui a partagé son existence entre l'étude du comportement sociologique animal et les cuites à la Canterbrouw. Eh bien, le professeur Lorenz l'a très bien vérifié lui-même dans son laboratoire bavarois, ce que je suis en train de vous dire là. Non, sérieusement, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez refaire l'expérience chez vous, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir sous la main quelques épagnols bretons et quelques employés de banque. Donc, je peux vous refaire grossièrement le schéma de cette expérience, vous allez voir, c'est très clair. Voilà. Si nous asseyons, vous notez, hein, si nous asseyons côte à côte, oui, c'est important que ce soit côte à côte pour comparer, quoi. Si nous asseyons côte à côte un employé de banque que nous appellerons A, mais quoi, elle est folle, elle? Non mais qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pas, non mais parce que j'ai dit que l'employé de banque s'appelle A. Non mais donc vous barrez les autres. Eh, non mais on s'en fout du nom de l'employé de banque, c'est pas ça qui compte. Hein. C'est JA comme un point A, vous voyez? Non, vous êtes allé à l'école quelques jours dans votre existence. Ça n'est jamais qu'un symbole. Hein. C'est tout, il pourrait s'appeler autrement. Voilà. Non, ne m'interrompez plus, parce que vous savez, je suis plutôt littéraire que scientifique, j'ai quelques peines à suivre ce raisonnement moi-même. Non, ça c'est gentil. Alors je recommence, pouf pouf. Alors, si nous asseyons côte à côte un employé de banque que nous appellerons A, et un épagnol breton que nous appellerons Catherine. Mais quoi? En hommage à Catherine de Médicis, qui était pas mal poilue, elle aussi. Et si nous disons haut les mains, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si nous disons haut les mains, seul l'épagnol breton se casse la gueule. L'employé de banque, pour sa part, reste assis. Dans cette posture niaise qui est présentement la vôtre, et cela jusqu'à ce que l'agresseur se tire avec la caisse, ce que je ne vais plus tarder à faire moi-même maintenant. Non, parce que ça, quand même, ça fait plus d'1 heure et demie que je supporte vos conneries, alors il va peut-être falloir commencer à penser à y aller, hein. Faut que j'arrête d'imiter Bedos, ça finira par se voir. Non mais oh, il va falloir y aller, oh. Hein? Comme disait Jean-Paul Sartre en sortant du lit d'Elsa Triolet. C'est pas que je m'emmerde, mais il est tard! Moi, je dirais plutôt comme Elsa Triolet sortant du lit d'Aragon. C'est pas qu'il est tard, mais... Bon, simplement, avant de quitter cette scène qui est mon lieu de travail et où, grâce à vous, j'ai la chance de gagner ma vie, je voudrais qu'on ait ensemble une petite pensée pour ceux de mes camarades du spectacle qui n'ont actuellement... Ceux de mes camarades du spectacle qui n'ont actuellement aucun travail sous prétexte qu'ils n'ont aucun talent. Merci pour eux.
Enfin, à l'intention de ceux d'entre vous qui, comme moi, ont somnolé un petit peu ce soir, qui auraient préféré être ailleurs, comme moi également, mais qui, comme moi également, vont maintenant être un petit peu obligés d'essayer de prouver à leurs conjoints qu'ils étaient bien ici ce soir. À l'intention de tout cela, voici pour terminer vraiment, et je crois pour la première fois sur une scène, parce qu'il me semble que personne avant moi avait osé, voici pour terminer vraiment le résumé du spectacle. Alors, en gros, d'abord, nous pouvons dire que ce spectacle est un cri de haine désespéré où perce néanmoins une certaine tendresse. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, je leur signale que tendresse c'est avec 2 S. Au début du spectacle, l'auteur-interprète se demande ce qu'il fout là, vous vous rappelez? Le public aussi. Et nous noterons au passage qu'une telle communion de pensée entre l'artiste et son public est rarement atteinte au théâtre, où la plupart du temps, le public est le seul à s'emmerder. Par la suite et jusqu'à la fin du spectacle, l'auteur-interprète ne cessera d'afficher un mépris surprenant pour ce merveilleux métier de saltimbanque qui permet à l'homme de laisser éclater enfin l'éblouissante créativité fantasmatique de son égo profond, trop souvent engourdi dans les méandres sournois d'un quotidien démobilisateur dont on ne saurait taire plus longtemps l'infinie détresse, avec 2 S également. Après avoir caché difficilement son amour des hommes sous un débordement de sarcasme visant à discréditer successivement la résistance française, la bouillabaisse et les grabataires, l'auteur-interprète, très ému finalement, cache difficilement sa pudeur en montrant sa bite. Dont il narre les coups de boutoir avec une drôlerie féroce, mais aussi un érotisme trouble. Un érotisme trouble qui n'est pas sans évoquer Monsieur Louis le Prince Ringuet si ses oreilles étaient des couilles. Prenant prétexte d'une allergie au coiffeur, dont l'humour lui semble voler à l'altitude d'un Boeing 747 sud-coréen après le passage des MiG, l'auteur-interprète, de plus en plus ému, cache difficilement son amour de la capilliculture sous un flot de haine verbale insensée contre cette honorable corporation des coiffeurs, au sein de laquelle, après tout, il n'y a pas plus de cons frisés que chez les esthéticiennes. Enfin, à court d'idées et à bout de souffle, l'auteur-interprète vachement gonflé termine en faisant le résumé de son spectacle, dis donc. Et puis quand même, il s'en va, d'un pas mal assuré, en cachant tant bien que mal, sous les dehors glacés d'un cynisme à la mode, la vraie joie qu'il a eue d'avoir été avec vous ce soir.
Merci. Non, juste un détail. Non, une collation va être servie maintenant dans ma loge, mais que pour moi, donc c'est pas la peine. Je voudrais aussi remercier Gilles et Julio qui me font le son et lumière. Je voudrais remercier les gens des Faire 3 Dijon qui sont extraordinaires, qui sont sympas. Je voudrais remercier mon copain Jean-Louis Fournier qui réalise ça pour la télévision et qui faisait Cyclopède. Autant vous dire que c'est un con. Je voudrais remercier chaleureusement Francis Moulin pour son accueil à Quetigny. Et puis, ça fait beaucoup de gens, hein. Non, mais j'aime pas remercier d'habitude, ça m'énerve. Mais là, ils sont vraiment tous sympas. Et puis, je voudrais, pour terminer, préciser un détail qui a son importance. C'est que la chorégraphie et les cascades de ce spectacle... La chorégraphie et les cascades de ce spectacle sont de Guy Bedos, qui est mon copain. Voilà, je voulais vous le dire. Bonsoir. Merci.